Chers collègues, chers amis, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ouvre cette deuxième journée de colloque avec une séance consacrée aux voies royales. Notre premier conférencier est Yann Vadnet qui nous vient de l'Université Laval et qui rédige présentement un mémoire en études anciennes sur les rapports politiques et littéraires du philosophe Thémistios avec l'entourage de l'empereur Julien, qui s'inscrit dans une réflexion sur le rôle de la troisième sophistique durant l'Antiquité tardive. Passionné par la littérature des grands rhétoriqueurs, il travaille depuis 2 ans à l'édition de manuscrits inédits d'auteurs de l'entourage de Louise de Savoie et de François Ier. La redécouverte de ses œuvres apporte une nouvelle perspective sur les ambitions impériales du début de son règne. Et Yann Vadnet va nous présenter aujourd'hui une conférence intitulée « Les métamorphoses de Louise de Savoie dans les œuvres de ses protégés François Desmoulins de Rochefort et Jean Thénault ». Merci bien, je suis très heureux d'être parmi vous. C'est même un... Oui. Ok, comme ça? Oui. Alors, c'est parti. Je vais vous parler des métamorphoses de Louise de Savoie, qui, comme vous savez, est la mère de François Ier et de la future reine Marguerite de Navarre. Nous verrons ces métamorphoses dans l'œuvre de 2 de ses protégés, à savoir François Desmoulins de Rochefort, qu'on appellera ici de son petit nom simplement Rochefort, et de son collègue à lui, surtout Jean Thénault. Rochefort était le fils du maire de Poitiers, qui lui-même avait été le conseiller, secrétaire et même ambassadeur de Louis XI, qui avait déjà plusieurs contacts à la cour. Et il a rencontré Jean Thénault alors qu'il faisait ses études universitaires à Poitiers, peut-être vers 1507-1508, et c'est lui qui l'a introduit dans l'entourage de la famille royale. Mais commençons d'abord par les métamorphoses de Louise de Savoie elle-même. Pour les gens qui la faisaient parler, ils pouvaient aborder plusieurs aspects de sa personne. Mentionnons qu'elle est héritière de 2 lignées illustres. Du côté de sa mère, elle était descendante de Charles Ier de Bourbon, un compagnon de Jeanne d'Arc. Et du côté de son père, le futur Philippe II de Savoie, un duc. Par contre, sa mère est décédée alors qu'elle avait simplement 6 ans et son père n'a pas vraiment voulu s'occuper d'elle. Alors elle s'est retrouvée à la cour de Anne de Beaujeu, qui l'a initiée sans doute aux finesses stratégiques et politiques qui se manifesteront plus tard dans sa carrière. Elle n'y restait pas si longtemps puisque Anne de Beaujeu a arrangé un mariage avec Charles d'Orléans en vue de régler quelques dissensions entre les familles royales. C'est là qu'elle a fait son éducation culturelle. Dans la famille de Charles d'Orléans, il y avait toute une maisonnée ainsi que des personnages culturels. Elle s'est initiée à la littérature à ce moment-là. Et elle est devenue mère à l'âge de 16 ans, mère de Marguerite d'Angoulême. Mais peu de temps après, elle est devenue veuve. Alors on voit tous les aspects qui se développent dans sa personne. Bientôt, elle était la tutrice du duc de Valois, François Ier. Lui, il était bien évidemment considéré comme l'héritier présomptif. Tout cela a changé, bien entendu, avec le couronnement de son fils, qui lui a donné de nouveaux titres comme duchesse d'Angoumois et d'Anjou et comtesse du Maine. Quelques mois plus tard, lorsque son fils est allé en campagne italienne, elle a assuré la régence du royaume. Et la même année, elle a eu le bonheur d'être grand-mère. Le cadre de ma conférence couvrira surtout de 1505 à 1520, donc avant les grands exploits politiques de Louise de Savoie, qui se démarquent surtout par 3 faits. Elle s'est approprié l'héritage d'Anne de Beaujeu en subtilisant l'héritage de son beau-fils, qui était le connétable Charles de Bourbon. C'est elle qui a initié scandale à l'époque des pourparlers avec Soliman le Magnifique. Et sans doute son acte le plus célèbre, la paix des dames, que vous connaissez sans doute tous. Alors ça précédera cette période, le cadre de ma conférence. Commençons par voir comment elle s'est illustrée elle-même avec les personnes dont elle a hérité de l'entourage de son mari. On voit ici l'imprimeur fameux parisien Antoine Vérard, qui lui-même s'est représenté à remettre des livres commandés à son fils. On voit ici la famille royale avec Marguerite d'Angoulême. Et on peut apercevoir que dès cette époque, elle se représente en veuve noire, en veuve habillée de noir, pardon. Après, elle était sans doute joyeuse. Et puis ça représente justement toute la culture qui se manifestait autour d'elle. Après tout, l'oncle du père
de François était le grand poète Charles Ier d'Orléans. Alors ça coulait de source. Des images qu'on voit un petit peu moins souvent. Dans les années suivantes, elle s'est quand même représentée en couleur, à donner un autre aspect à sa personne, mais toujours avec son fils en vue de promouvoir, bien entendu, l'héritage royal qui ne pouvait que venir. De nos jours, on peut s'étonner du genre d'éducation religieuse qu'elle donnait à son fils. Si quelqu'un ferait ça de nos jours, on serait bien surpris de représentation de photos de famille ainsi. Mais ça montre un petit peu la religiosité de l'époque. Et puis, bien entendu, avec le couronnement, il était de rigueur de redonner une image tout à fait impeccable de sa vertu en reprenant l'habit noir de la veuve. Alors, commençons par le premier des écrits qui fut offert par Rochefort à Louise. On dit souvent que Rochefort et Tonneau étaient sous le mécénat de Louise et puis qu'elle leur commandait des œuvres. C'est ce que la plupart des spécialistes disent. Par contre, à ma revue exhaustive de l'ensemble de ces manuscrits inédits, j'arrive à une conclusion contraire. Ils avaient saisi toute l'occasion d'offrir leurs œuvres à une telle personne pour en tirer des bénéfices, et bien souvent ça venait de leur part. Peut-être celui-ci, on dit que c'est le dialogue du jeu qui supposément était commandé par Louise pour changer les idées de son fils, qu'on voit représenté ici avec son précepteur, Rochefort, pour l'éloigner de sa passion du jeu. Alors on voit ici entouré des vices de la foule. Mais dans le même manuscrit, on voit Rochefort qui n'hésite pas à se faire représenter lui-même à plusieurs occasions et dans des scènes allégoriques. Et si je doute de la vocation éducative de ce manuscrit, le dialogue du jeu, c'est qu'à la fin, il n'a pas hésité à rajouter en post-scriptum une ballade adressée à la très puissante dame, qui à cette époque n'a que 29 ans. Malgré tout, elle est une magnifique princesse. Je vous ai vu recevoir avec grand plaisir les petits dons de littérature, et cela me fait comprendre la hardiesse. C'est un concept poétique qui revient très souvent chez lui. Et il lui dit, dame d'honneur, maîtresse de sagesse, laissez de côté l'inutile simplesse de ma lettre rudement composée. En rejetant du parler la rudesse, c'est l'intention qui doit être regardée. On voit qu'il y a un certain lien d'affectivité entre les deux. Dans le même manuscrit, il représente quand même Louise sous cette forme allégorique, représentée comme Prudence, et bien sûr, on la reconnaît sur le fait que sur sa robe, il y a les ailes de Louise, et à l'intérieur, les premières lettres de ses deux enfants. On la voit représentée avec une couronne, un miroir et une abondante chevelure blonde. L'année suivante, il lui offre un poème d'environ 200 vers, Le compas du dauphin, dans lequel il fait encore l'éloge de sa sagesse. Dame remplie de science, enseignez-lui, puisque vous êtes la clôture du dauphin, à qui Dieu doit bonne vie, il fleurira en prudence et en sagesse, car vous êtes son compas. À cette époque-là, le futur François Ier n'avait toujours pas le Dauphiné. Alors, il anticipait un petit peu sur le cours des choses, en le désignant déjà dauphin. 4 ans plus tard, en 1510, on voit bien que Rochefort est en exaltation. On le voit ici surplombant l'aile symbolique de Louise. Il lui a offert ici le traité des vertus cardinales, les 4 vertus platoniciennes, héritées de l'Antiquité. Et ici, on a un premier point de contact avec son collaborateur, Jean Tonneau, qui lui-même a configuré son œuvre principale, Les Triomphes des Vertus, dans le même ordre, prudence, force, justice, tempérance, en les associant, chacune des vertus, à une des personnes royales. Louise est toujours associée à la prudence et bien évidemment le roi guerrier à la force. Dans le même manuscrit, il représente aussi, on voit des traits de familiarité, il représente M, pour Marguerite, sous la vertu de tempérance cette fois-ci. Mais ce qui est étonnant avec ces manuscrits, c'est qu'ils n'étaient pas imprimés et que c'était une littérature de prestige, très renfermée sur elle-même, ou qui avait peu de lecteurs finalement. Ici, la ventriloquie, c'est bien évidemment, comme c'était des proches de ces personnes-là, ils savaient un petit peu ce que leur maîtresse attendait, comment elle voulait être représentée. Alors, sans doute qu'elle n'était pas fâchée d'être aussi vertueusement représentée. La même année, on peut voir l'ensemble des talents de Rochefort et de son mystérieux collègue, le kabbaliste Tonneau. Ici, c'est un manuscrit qui présente 3 horoscopes pour l'année 1510 de Louise et ses enfants, qui sont représentés ici, de façon très surprenante, mais sous la figure de la déesse Leto et de ses 2 enfants, dans lequel il dit « Vous, la plus illustre et renommée des dames, dépeinte par les poètes comme la déesse Latone, mère de Phébus et de Diane. » 2 années plus tard, alors que François atteint la majorité à 18 ans,
Il est toujours très proche de futur héritier. D'ailleurs, il avait été précepteur de François de 1501 à 1508, au moment où il a été appelé par Louis XII à la cour pour poursuivre son éducation. Et Rochefort l'a accompagné à la cour. Lorsqu'il a eu 18 ans, il a offert ce poème. Dans les œuvres de ces deux personnages, il y a toujours des références à la mère Louise. Ici, il parle d'une veuve innocente, mère de jumeaux, même si ce n'est pas vraiment le cas. C'est une belle mère, au teint éclatant, et cherchez cette déesse. Là, ça va être l'autre figure que je vous présente, la figure qu'elle était considérée comme une personnalité divine auprès de ses protégés. Et on peut voir ici, à côté du vers qui la concerne, la belle mère, on peut voir ici le symbole de... Quelqu'un reconnaît c'est quoi? C'est un symbole astrologique. C'est le symbole de Jupiter. Et justement, Louise va être représentée à plusieurs reprises avec Jupiter. J'y reviens dans un instant. On peut voir que pour Rochefort, il y a une multitude de représentations de Louise dans le cadre de ce colloque sur la ventriloquie. On peut voir qu'elle est très silencieuse, c'est une ventriloquie d'image, mais on verra qu'elle parle aussi. Encore une fois, avec l'avènement de François Ier en tant que roi, ça change toute la donne. Les plus grands espoirs sont maintenant possibles. Et le lendemain où Louise a reçu la régence, toute la petite compagnie était à Amboise, François s'apprêtait à partir avec son armée vers l'Italie, et puis Rochefort a pu réciter son poème devant toute la petite assemblée d'Amboise, dans lequel, s'adressant au roi, il lui dit « Lorsqu'en votre jeunesse, madame, vous lassez en vous exhortant d'être prudent, voulant toujours de force et sans mollesse, vous allaitez, l'amour parfait qui dispose les mères la conduisait, sire, pour vous nourrir et vous inciter à acquérir bonne renommée avec hardiesse. La France doit l'honorer et la chérir et la servir comme cette princesse de laquelle la renommée et la sagesse ne peuvent périr. » Encore une fois, on exalte sa vertu politique de prudence associée à l'Église. Dans les mêmes années, un drôle d'ouvrage d'inspiration néo-platonicienne, cette fois-ci, où là, il y a une totale sublimation de la Trinité d'Amboise, comme on les appelait, où ils sont représentés ici, associés, encore une fois, Louise à la bonté, François à la beauté, Marguerite à la justice, et il y a tout un système symbolique qui l'accompagne. Louise correspond à Jupiter, François à Mercure, et, étrangement, Marguerite à Saturne, et nous pourrions élaborer grandement sur toutes ces notions que je me réserverai pour une autre communication. En 1516, il offre un nouveau poème, cette fois-ci à François lui-même, dans lequel il fait encore référence à sa mère, disant que « Sire, l'honneur vous suit, et Madame Concorde lui a donné vouloir si libéral. » Et encore en marge, à côté de Madame Concorde qui est Louise, on retrouve cette association astrologique avec Jupiter. Le summum de la réflexion métaphorique de Rochefort sur les personnes qu'il côtoyait, Louise est dans cet ouvrage un commentaire du psaume 26, qui est un psaume bien apprécié de Louise, dans lequel ils sont représentés de façon quasi christique, François étant associé au Fils, Louise à la Mère divine, et encore une fois à la Concorde, c'était sa nouvelle personnification. Et dans ce manuscrit, c'est le seul extrait où j'ai pu trouver que Rochefort fait parler Louise une seule phrase dans cette scène, qui représente Madame conversant naguère avec le roi, lui disait « Ah, Monseigneur, j'ai encore peur quand je considère le danger dans lequel vous avez été, et si une guerre nouvelle survenait, j'en serais grandement attristé. » Le roi lui répond en lui montrant le crucifix. Ne vous préoccupez pas, madame, si une guerre s'élève contre moi, en celui-ci sera mon espérance. Une phrase chez Rochefort. Maintenant, nous passons à son collaborateur Jean Tenault, dans l'épître de Charles VIII, professée depuis l'au-delà à François Ier, dans laquelle il y a la phrase la plus sublime que j'ai trouvée chez Tenault, s'adressant à Louise et François, lui dit « Vous deux, vous gouvernez avec bonté si facilement et si sagement toute chose que comme de subtils philosophes et de parfaits alchimistes, nouvelle personnification, vous accordez paisiblement la rigoureuse incapacité des intempérés et des métaux moins parfaits à l'excellence commode du fin or jovien et du clair argent lunaire, paisiblement accordé, c'est-à-dire princesse décorée,
que la noblesse du roi bienveillant et votre clémence ineffable recueillent si gracieusement tous les ouvrages et les dons de littérature qui vous sont présentés. Ce que je voulais présenter, c'est deux autres personnifications en tant que parfait philosophe et alchimiste. C'est quand même étonnant. Et on voit ici à l'intérieur des ailes représentant Louise et de nouveau aussi le symbolisme du être avec les ailes de Louise en dessous de l'ordre impérial. C'était dans l'année 1519 où il n'avait pas encore été refusé pour leurs espérances impériales pour François Ier. Thenoot continue dans la même veine que Rochefort dans les mystifications de ces personnes, les associant à des lettres, des vertus et les hiérarchies angéliques. Entre autres, il leur accorde à chacune d'elles dans son traité sur la Kabbale un rondeau qui commence ainsi. Ô miroir de Liesse. Ô miroir de Liesse, ici est un anagramme de Louise, mère du roi. Et puis, elle est de nouveau comparée à des célestes déesses, car Junon en sa richesse et Pallas en sa prouesse vous les surpasser par raison ample, puisque vous êtes l'exemple et le guidon du sexe féminin. J'arrive maintenant aux principaux textes que je voulais vous présenter, qu'on retrouve dans les Triomphes des Vertus. On voit ici Jean Thenoot en pèlerin, lorsqu'il avait fait un voyage justement commandité par Louise de Savoie en 1511-1512. Il avait fait une ambassade et un pèlerinage en Terre Sainte, et entre autres au mont Sinaï. On le voit ici endormi, et cette fois-ci, Louise est représentée comme une fée qui l'accompagne. Et la fée communique surtout avec lui lorsqu'il s'endort, et elle lui dit « Ô mon pauvre pèlerin et désireux explorateur, je suis envoyé ici de la part de celui que tu as imploré pour te guider sur la voie du paradis terrestre. Tu traverseras ainsi mes 7 jardins de plaisance qui mènent jusqu'à la sagesse. Mets en moi ton espérance et ta confiance, car en tes adversités, tu me trouveras favorable. Je t'en fais la promesse et la maintiendrai contre le commun cours des astres. » Ces paroles dites, elle disparut. Ça, c'est au début du triomphe de Prudence. Là, on va sauter à la fin. C'est un ouvrage d'environ 150 feuillets, à la fin duquel Marguerite, la fille de Louise, était aussi représentée ayant vaincu la folie. C'est dans le triomphe de Prudence, entre autres, qu'on retrouve la première adaptation française de l'Éloge de la folie d'Érasme, en 1517. Une fois que Marguerite a vaincu la folie, nous sommes en fin de volume, et puis Thenoot dit, il arrive à l'entrée du paradis terrestre, il dit « Il me sembla que les cieux avaient pris une nouvelle lumière, que l'air était tout embaumé, je vis assis sur un trône, qui était tout paré de perles orientales. Une dame très plaisante de visage, c'est Louise. De ses bras, les choses supérieures sont jointes aux inférieures, et ceux qu'elle embrasse peuvent ensuite réconcilier l'universel. Cette dame tenait en sa main gauche un compas, avec lequel on trouve le milieu de toutes les vertus, et en sa main droite, elle tenait une couronne. Son visage divin tenait nos regards en suspens, lesquels n'espéraient être rassasiés par rien d'autre qu'elle, car à son visage, on reconnaissait clairement que son esprit était le canal de la fontaine de la faveur et de la grâce divine. Ça, c'est le narrateur. Ensuite de ça, Marguerite rentre en scène. Elle va devant sa mère qui est assise sur un trône. Marguerite, la jeune femme qui avait vaincu la folie, se mit à genoux devant la dame, puis d'une voix humble et basse, fit une salutation moult révérentielle à sa mère et dit « Ma très excellente dame Prudence, pour autant que je vous connais être la fontaine de pitié et la source de bonté, de laquelle sont reléguées toute austérité, je suis venu vers vous après ma victoire contre la folie, conquise grâce à votre éducation et votre discipline, afin qu'il vous plaise de me faire citoyenne perpétuelle de cette région céleste qui vous appartient. » La déesse Prudence répondit de sa bouche qui instruit celle, donc le principal discours de Louise chez Thenoot. J'accomplis donc ma conférence sur la ventriloquie. Louise répond à sa fille, « Germaine du souverain, ma chère et unique fille, qui réside plus au ciel que sur terre, qui avait en votre esprit la vraie image de la déité, et du dehors ma propre apparence, je vous accorde l'obtention de vos désirs autant que ma puissance le peut. En outre, je vous institue reine et impératrice de cette région de Prudence qui est mienne, en signe de quoi votre céleste intelligence aura cette couronne
et je vous donne pouvoir et autorité de créer des chevaliers et des dames de mon ordre. Vous serez le modèle et le miroir de la vie parfaite pour les humains, le repos des gens fatigués et le ravissement des opprimés. Cette phrase, quant à moi, a un immense écho sur le reste de la carrière littéraire de Marguerite de Navarre. En outre, je vous donne le pouvoir de châtier et de détruire la folie, ainsi que d'agrandir ma seigneurie, mon nom et mon autorité sur ceux qui ne peuvent parvenir jusqu'ici, au seuil du paradis. Vous porterez mon miroir cristallin dans lequel se reflètent les temps passés, présents et futurs, afin que dès maintenant, ici sur Terre, les gens puissent être citoyens de ce paradis terrestre. Elle reçut la couronne, prit le miroir, et toute la noblesse angélique vint adorer et saluer la fille de Prudence, qui se prépare à exterminer entièrement la folie généralisée sur Terre pour faire reluire le miroir céleste de sa mère divine sur toutes les cités, contrées et provinces. Il se fit alors une harmonie angélique, indescriptible. Et Tonneau dit « Et je me réveillai, je me trouvais encore sur le mont Sinaï. » Alors, ma conclusion rapidement. On peut voir que chez ces deux auteurs, il y a une multitude de représentations, particulièrement de Louise, sous toutes ses formes. Pour conclure simplement, moi, ce qui me fascine dans cette littérature, comme je disais, de prestige, c'est que presque personne n'a lu ces manuscrits, c'était pas dédié à d'autres personnes. Alors, c'est très incompréhensible pour les gens de notre époque qui aspirent tellement à être publiés et avoir un succès de librairie, alors que pour eux, c'était une toute autre mentalité dans laquelle je m'initie moi-même. Je vous remercie.